sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Alors, on va envoyer la deuxième partie du diaporama. Voilà, merci. Et on va tout de suite avancer d'un. Mais alors, vous allez me dire, mais avec ces cancers, monsieur, tous ces cancers qu'augmentent, alors si ce n'est pas la radioactivité, ce n'est pas la pollution de l'air, ce n'est pas la pollution de l'eau, eh bien, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on meurt de moins en moins de faim en France, de moins en moins de la peste, du choléra, des maladies infectieuses. Mais la mauvaise nouvelle, pas pour les chrétiens, heureusement, 100% des Français sont mortels. Pour les chrétiens, ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. C'est même une bonne. Mais on veut quand même faire notre temps sur Terre et produire du fruit à la gloire de Dieu. Alors, pourquoi les cancers semblent en augmentation ? Eh bien, si tu n'es pas mort de la tuberculose, de la grippe, de la peste, du choléra, etc., la probabilité que tu meurs d'un cancer, elle augmente. Aujourd'hui, tu as 1 chance sur 3 de mourir du cancer. Pourquoi? Non pas parce qu'il y en a plus qu'avant, mais parce qu'on vit de plus en plus vieux et qu'entre-temps, tu n'es pas mort de la faim, tu n'es pas mort de la peste, tu n'es pas mort du choléra, tu n'es pas mort de la bronchite, tu n'es pas mort de l'appendicite, tu n'es pas mort. Et cette bonne nouvelle de baisse de la mortalité globale vient qu'on a éradiqué plein de causes de mortalité et qu'en valeur relative, les cancers augmentent. Mais en valeur absolue, ils n'augmentent pas. Et voilà les chiffres officiels sur le nombre de cancers avec le temps, qui diminuent d'ailleurs plus pour les hommes que pour les femmes. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient montés plus haut du fait du tabagisme et de l'alcoolisme. Et c'est pour ça qu'ils diminuent plus rapidement. Ensuite, on va parler quelques mots des ondes électromagnétiques. Parce qu'on a parlé du rayonnement qui vous fait peur. Mais il y a un autre rayonnement, c'est celui de nos portables. Et là, ça a fait le buzz. Et tout le monde... Alors, c'est ce qu'on appelle les rayonnements non ionisants. Alors, ça dépend de la longueur d'onde. Quand ils ont une longueur d'onde assez petite, ils ont assez d'énergie, ils peuvent ioniser, c'est-à-dire enlever des électrons dans notre ADN, en gros, et puis foutre du bazar chimique. Mais quand ils n'ont pas assez d'énergie, ils ne peuvent pas faire ça. Et tout ce qu'ils font, c'est un peu agiter nos atomes. Et quand on agite un atome, ça fait quoi? Ça chauffe. Parce que la température, c'est la vitesse à laquelle il s'agite. Donc, ces rayonnements, ils ont un effet thermique, mais ils ne sont pas ionisants. Ils sont effets des rayonnements non ionisants. Et pendant des années, il y a eu des débats. Est-ce que c'est cancérigène? Est-ce que le Wi-Fi? Il y a eu des procès. On a fait démonter des antennes parce que principe de précaution, les juges ne savant pas, application du principe de précaution, vous allez me démonter 400 antennes d'Orange. Alors, bien entendu, comme les Français veulent quand même avoir un portable et que ça capte, et qu'on leur dit qu'il faut que ça couvre partout, on leur fait démonter les antennes d'un côté, puis on dit aux opérateurs, attendez, la France, elle n'est pas couverte à 80% et on a comme objectif surtout à 99,9%. Donc, il y a quand même une difficulté. Donc, ça veut dire que dès qu'on défait une antenne là, on la remet ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un de mes collègues de l'Académie de médecine, le professeur Orengo, me racontait qu'il avait été mandaté d'une mission d'études là-dessus, et donc, ils avaient démonté des antennes et ils en avaient fait remonter un peu plus loin. Soit dit en passant, les gens psychosés qui avaient fait démonter les antennes, qui avaient fait des procès, ils voulaient soi-disant protéger leurs enfants parce que, mettons, l'antenne était dans mettons, pas loin de la cour d'école de leurs enfants. On a démonté l'antenne, on l'a mis à quelques kilomètres plus loin. Le résultat, c'est que leurs enfants sont plus irradiés. Parce que l'antenne fait 3 fois rien, mais le téléphone, lui, s'adapte à la distance. Donc, plus l'antenne est loin, plus vous en prenez. Mais bon, ça a fait exactement l'effet inverse de ce qu'il voulait. Mais ça, c'est le scientifique qui parle. Bon. Mais ils ont eu gain de cause, on l'a mis à côté, d'accord? Mais quand on l'a mis à côté, on a dit, ça y est, on va nous la faire démonter. Donc, ils ont mis des registres dans les mairies en disant, voilà, on va installer ces antennes, on va les mettre, mais s'il y a la moindre nuisance, il y a des cahiers de doléances, vous allez remplir les cahiers de doléances, et on va écouter la population, et vraiment, dites-nous les nuisances. Et ils ont fait une belle campagne de pub, et donc les cahiers dans les mairies sont remplis. Ah, depuis qu'il y a ces antennes, j'ai mal au ventre, j'ai des insomnies, j'ai des maux de tête. Donc les cahiers sont remplis. Et après, on a ramassé tous les cahiers.
La seule chose qu'on n'avait pas dit, c'est que la moitié des antennes étaient branchées, l'autre n'était pas. Et on a eu exactement les mêmes doléances, que l'antenne soit branchée ou soit pas branchée. C'est ce que l'Académie de médecine a appelé l'effet nocebo. C'est le contraire de placebo, hein, nocebo. L'effet nocif, Et c'est pas que les gens sont malhonnêtes, c'est qu'on vit dans une population d'angoissés. Et quand vous leur dites « la cause de tous vos malheurs, c'est ces fleurs qui sont là », et s'ils le croient, chaque fois qu'ils passent devant, ça déclenche des humeurs, etc. Et si vous les avez convaincus que la cause de leur malheur était là, effectivement, s'ils croient ça, chaque fois qu'ils vont passer là, ils vont déclencher une angoisse qui va faire des insomnies, des maux de ventre et des maux de tête. Donc, ce n'est pas des menteurs, les gens. C'est que vous leur donnez à cristalliser leurs angoisses sur quelque chose. Mais c'est votre mensonge qui les a conduits à cristalliser leur angoisse là-dessus. Ce n'est pas l'effet, parce que l'antenne soit branchée ou pas branchée, il n'y avait pas de différence. Alors, tout ça, ils sont arrivés à une conclusion. Là encore, j'avais ce transparent, le suivant, je vais passer sur celui-là, voilà, où on montre que, là encore, les craintes sont EFM, c'est les ondes moyenne fréquence, donc c'est les portables, les Wi-Fi, etc., sont beaucoup plus grandes, et l'UV du soleil, on n'a pas peur. Et entre-temps, au milieu, il y a les rayons X. Et une fois encore, les scientifiques disaient, les craintes sont absolument à l'inverse des risques. Plus le risque est faible, plus on a peur, et plus le risque est grand, moins on a peur. C'est toujours à 180 degrés du risque. Continue. Et alors, il y a eu un de mes amis de l'Académie des technologies qui était chargé de faire une étude approfondie sur l'effet des ondes, des rayonnements non ionisants, sur la santé. Donc il a fait travailler des laboratoires du CEA, du CNRS, etc. pendant des années, et il était président du conseil scientifique de l'AFSET, AFSET qui voulait dire Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui maintenant n'existe plus parce que ça a été fusionné avec la FSSA pour faire la NSE, donc il y a une nouvelle agence sanitaire aujourd'hui qui a fusionné deux anciennes agences. Mais toujours est-il qu'il a fait ce rapport, et le rapport était très clair. Peut-être vous n'arrivez pas à le lire, c'est ce qui est écrit en vert ici. Et ce rapport disait, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune preuve convaincante d'un quelconque effet biologique des radiofréquences. Il n'y a pas de modification des fonctions cellulaires, pas de facteur de stress pour les cellules, il n'y a pas d'effet génotoxique. Mais le patron de l'agence sanitaire, lui, c'est un gouvernemental. Il est payé pour faire plaisir au gouvernement. Donc, ça ne lui a pas du tout plu, ce rapport. Donc, lui, il a fait un avis, il a rédigé un avis. Dans son avis, il a dit absolument... Déjà, il a complètement inversé les choses. Il a dit, d'après les données qu'on a, dans ces conditions expérimentales testées, on ne voit pas de modification des grandes fonctions cellulaires. Ça serait un facteur de stress pour les cellules, ça provoque peut-être des effets génotoxiques. Donc il a commencé à dire exactement l'inverse que des scientifiques. Et puis finalement, ils se sont fendus d'un communiqué de presse, et c'est la seule chose qui va vous formater votre opinion. Parce qu'il n'y a que ça qui va vous atteindre, le communiqué de presse. Et le communiqué de presse disait, le rapport de l'AFSET met en évidence l'existence d'effets des radiofréquences sur les fonctions cellulaires, rapportés par une dizaine d'études expérimentales, considérées par l'AFSET comme incontestables. C'est-à-dire qu'ils ont fait un communiqué de presse qui disait exactement le rebours du résumé des scientifiques. Alors, mon ami Roland Mass a démissionné du conseil scientifique de l'AFSET, ils ont dû trouver un pigeon à mettre à sa place qui était plus fidèle au gouvernement, mais lui, il est à l'Académie des technologies et il a démissionné. Mais à quoi ça sert qu'on ait fait toute cette étude si, de toutes les manières, il fallait donner la conclusion qui vous faisait plaisir? Et mon député qui a écouté des conférences comme celle-là est venu me voir, m'a dit « Monsieur Vernas, je vous crois ». J'étais un peu étonné. Mais ne vous étonnez pas qu'en public, je dirais tout le contraire, parce que si jamais je disais ça, je ne serais pas élu. Alors, est-ce que vous voulez qu'on dise quelques mots du réchauffement climatique? Alors, vas-y, encore. Voilà. Alors, oui, la Terre se réchauffe. Oui, la France est plus chaude aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Aucun doute là-dessus, on est tous d'accord. Et la preuve, elle est là. Vous prenez par exemple la date de début des vendanges dans la vallée du Rhône, là où j'habite, en 1945, et la date en 2005, 60 ans plus tard, on a gagné presque un mois. On voit que c'est clair quand ça se réchauffe. Vous prenez les glaciers du Mont Blanc en 2016 et en 2001, il n'y a aucun doute. Maintenant, est-ce que ça se réchauffe?
est-ce que c'est grave? Et est-ce que c'est lié au CO2 lié par l'homme? Et là, ma réponse est non. Qu'est-ce que l'effet de serre? Que ça se réchauffe. Alors, ceux qui veulent nous démolir vont dire « ils nient le réchauffement ». Bien sûr que non, qu'on ne le nie pas. C'est une évidence pour tout le monde. Ma mère, qui est née à Strasbourg, me racontait qu'elle faisait du patin sur glace sur le Rhin. Vous n'avez pas connu cette époque. Donc oui, ça se réchauffe. Mais l'effet de serre, c'est quoi? L'effet de serre, c'est qu'il arrive du rayonnement solaire qui est essentiellement visible sur la Terre. Et quand la Terre le réémet, c'est de l'infrarouge. Ce n'est pas du visible la nuit, c'est pour ça qu'on ne voit pas la nuit, parce que ça réémet de l'infrarouge. Mais les militaires peuvent avoir des lunettes infrarouges pour arriver à voir la nuit, parce que ça réémet dans l'infrarouge. Et cet infrarouge, il est réfléchi par les gaz qui ont 3 ou plus atomes par molécule. Alors le premier gaz à effet de serre, qui a 3 atomes, on va faire un peu de chimie, 3 atomes par molécule. Qui c'est qui me le trouve? Allez, un gaz dont on parle souvent, ou peut-être moins souvent, qui a 3 atomes dans sa molécule. Alors il y en a un qui m'a sorti ozone, c'est O3 ozone. Il y a 3 atomes, c'est un gaz à effet de serre, complètement minoritaire. Ensuite, CO2. Alors c'est celui que tout le monde parle. Il a aussi 3 atomes, il est aussi un gaz à effet de serre, mais il y en a qu'on dit H2O. Et H2O, c'est l'eau. À 95%, l'effet de serre est lié à l'eau. Ensuite, à quelques pourcents au CO2 et à quelques fractions de pourcents à l'ozone et au méthane. Donc, le premier gaz à effet de serre, c'est l'eau. Et tout le monde l'a expérimenté. Vous avez fait du camping dans votre vie? Le jour où il fait bien froid, le ciel est bleu, à 6 heures du matin, vous gelez. Le jour où il y a une bonne couverture nuageuse, il fait beaucoup moins froid. Pourquoi? Parce que l'infrarouge est réfléchi par la couverture nuageuse, c'est ça l'effet de serre. Et vous avez beaucoup moins froid. Le jour où le ciel est complètement dégagé, eh bien, l'infrarouge repart dans la stratosphère, et là, vous vous gelez. Donc ça, c'est l'effet de serre. L'effet de serre est bénéfique. S'il n'y avait pas d'effet de serre, la température sur la planète serait à moins 18, il n'y aurait pas de vie sur Terre, l'eau serait glace. Grâce à l'effet de serre, la température moyenne de la planète, c'est plus 15 degrés, et c'est optimal pour la vie. Merci l'effet de serre. Alors, on va avancer. Alors, maintenant, le CO2. Oui, c'est un gaz à effet de serre, c'est vrai. Mais on a vu qu'il représente moins de 5% de l'effet de serre. Et dans le CO2, quelle est la part rajoutée par l'homme? 95 à 97% du CO2 vient de la nature. L'homme rajoute entre 3 et 5% suivant les auteurs. Donc, l'effet de serre vient pour 5% de 5% de l'homme. Et on nous dit que c'est ça qui est en train de modifier tout le changement du climat de la planète, alors que le CO2 à lui tout seul, c'est 5%, et que l'homme contribue uniquement à 5% du CO2. Donc déjà, celui qui a un peu de bon sens, il commence à se dire, il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. On avance. Puis maintenant, alors moi j'ai enseigné ça, ce que j'ai enseigné en master énergie à l'université de Montpellier, et j'ai enseigné parce qu'au début j'y ai cru, moi, au réchauffement climatique. Et puis j'ai commencé à me poser des questions, et notamment quand cette courbe, au début, il y a eu tout d'un coup un pic, vers les années 98. Et là, on m'a dit, oui, ça chauffe, oh là là, ça... Et moi, j'y ai cru, j'ai pris peur. J'ai dit, ah bon, ils ont sans doute raison. Et il y avait 3 points qui montaient, on m'a dit, ça c'est la preuve qu'on va vers un réchauffement dramatique. Et puis après, il y a eu 2000, 2001, 2002, 2003, et là, plus de réchauffement, pendant 15 ans. Et là, on m'avait dit 3 points qui montent, c'est significatif, mais 15 qui ne montent pas, c'est le hasard. Alors, en tant que scientifique, j'avais du mal, moi. 3 qui montent, il faut les croire. 15 qui ne montent pas, c'est juste un hasard. Bon. Donc, je me suis posé des questions. Et puis, quand on regarde bien, depuis quand l'homme rejette massivement du CO2? C'est depuis que la Chine et l'Inde se développent à plus de 10% par an. Et c'est ça, tout le reste de ce qu'on fait nous, c'est peanuts en comparaison de ce qui est rejeté par la Chine et l'Inde. Et le rejet massif de CO2, il arrive à partir de l'an 2000 de manière massive. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a une décorrélation totale entre l'arrêt du réchauffement en l'an 2000 et le relâchement massif qu'on voit de CO2 à partir de l'an 2000. Donc il y a une décorrélation. Ça devrait poser des questions. On avance. Et puis, on fait peur avec ce réchauffement. Ah, c'est dramatique, on va tous mourir parce que ça se réchauffe. Mais dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire du monde, ça s'est toujours réchauffé et refroidi. Lorsqu'on regarde ce qu'on a appelé l'optimum médiéval dans les années 1300, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui,
On faisait de la vigne en Normandie, dans le sud de l'Angleterre, et pendant des années, on a appelé ça optimum, parce que tout le monde se portait mieux que ça soit un peu plus chaud. S'il fait 2 degrés de plus ou 1 degré de plus, c'était bénéfique. Et on nous vend ça comme un dramatique. Mais à l'optimum médiéval, c'était une période de prospérité. Et il y a eu le même optimum au moment de Jésus-Christ, au moment des Romains. Là, on voit que dans les cols des Alpes, les Romains passaient à cheval, là où il y a des glaciers aujourd'hui. Et donc, on était dans un optimum climatique. Et puis entre deux, il y a eu des périodes qu'on appelle petit âge glaciaire. Et entre 1600 et 1800, la Tamise gelait régulièrement à Londres, le Rhin gelait de temps en temps à Strasbourg. Voilà, c'était... Et c'est juste que ça varie, ça monte, ça descend. Et il n'y avait pas, c'était pas le CO2, ce n'était pas nos usines à cette époque-là. Donc, on est en train d'affoler tout le monde sur un phénomène qui est tout à fait naturel et dont on n'a pas complètement la compréhension du pourquoi, du comment, mais dont la majorité des scientifiques sérieux pensent que c'est lié au cycle solaire. Mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des changements à l'échelle de très longue durée, des changements à des petites durées. Se rajoute El Niño qui, en gros, tous les 7 ans fait un pic. Là, cette année, fin 2016, début 2017, on sera plus chaud que les autres années à cause d'El Niño. Mais après, on va peut-être être plus froid. Donc, c'est compliqué à décoder. Mais pour moi, c'est clairement décorrélé du CO2. Mais on nous vend de la peur en permanence et on nous vend des images. Alors, on vous vend des images qui vous vont paniquer. On vous met un ours, et là, vous imaginez votre enfant perdu sur un glaçon, et là, vous angoissez. Mais rassurez-vous, l'ours, il sait nager, il n'en a rien à faire. Hein. Pour lui, ce n'est pas un problème. Et en plus, ça, rassurez-vous, c'est un photomontage, parce que vous avez exactement le même avec des pingouins dans un autre journal. C'est des photomontages de Photoshop. Hein. Mais ça impressionne. Voilà, ça impressionne votre psychique par des images. On avance. Les glaciers, on vous parle toujours du pôle Nord qui fond. Et c'est vrai que dans les derniers 20 ans, même les derniers 100 ans, il semble qu'aujourd'hui, d'ailleurs, en 2017, il a même repris un peu d'épaisseur, il a arrêté de fondre. Mais on ne nous a jamais parlé, à moins que... Qui a entendu parler qu'au pôle Sud, la glace a fait que s'étendre? On vous dit ça fond là, mais on ne vous dit pas que ça grandit au pôle Sud. Pourtant, quand vous faites le bilan de ce qu'ils font au Nord et de ce qui se fabrique au Sud, eh bien, le bilan est positif. Et il y a plutôt plus de glace qu'avant et pas moins. Mais personne ne vous le dit. Et il y a quelqu'un qui a dit, pourtant, ce n'est pas difficile, aujourd'hui avec Google Earth, il suffit de faire une photo sur Google Earth, n'importe qui peut le faire dans son bureau, pour voir l'étendue des glaces au nord et au sud. C'est pas difficile. Mais voilà, on a une information sélective. C'est pas faux, mais on vous donne qu'un morceau de l'information. Alors, on va passer le suivant. Ce qui est quelque chose qui est extrêmement pervers dans le principe de précaution, c'est et qu'on applique particulièrement dans le changement climatique, c'est qu'on a inversé la charge de la preuve. Si moi, j'accuse mon ami d'être responsable de la mort de quelqu'un à Nice, il ne pourra jamais prouver que si quelqu'un est mort d'un cancer à Nice et qu'on dit que c'est sa faute parce qu'il a invité Étienne Vernaz à Mulhouse, il n'y a que le bon sens qui pourra dire non, il n'y a pas de lien. Mais prouver un non-effet, c'est impossible. Si vous sortez du bon sens, la science peut prouver que des effets, pas des non-effets. Et là, on a inversé la charge de la preuve. Donc, au lieu d'exiger, par exemple, que les climatologues nous démontrent la réalité d'un réchauffement et montrent que ça c'est dramatique et que c'est réellement lié au CO2, on exige des climato-sceptiques qu'ils prouvent qu'il n'y aura pas de cataclysme. Mais on ne peut pas prouver qu'il n'y aura pas de cataclysme. Parce qu'il y en a toujours eu des cataclysmes. Mais on nous inverse la charge de la preuve. Prouvez-moi qu'il ne se passera jamais rien. Non, juste, ça évolue comme toujours. De toujours, il y a eu des cataclysmes. De toujours, ça s'est réchauffé. Et on ne sait pas quand ça va se refroidir. Peut-être pendant 100 ans, ça va continuer à chauffer. Puis après, ça va refroidir. Ça a toujours été comme ça. Et il n'y a rien de dramatique. Laissons Dieu être Dieu. Alors maintenant, on va regarder la peur liée aux énergies. En fait, notre espérance de vie, on l'a vu, elle a augmenté de manière magnifique. En 200 ans, on est passé de quelques 30 ans à plus de 80 ans d'espérance de vie. Entre-temps, notre consommation d'énergie a été multipliée par 14. Il y a un lien direct actuel entre énergie consommée et espérance de vie. Alors, ce n'est pas du tout linéaire. Dès qu'on a un peu d'énergie, on passe de 30 ans à 40 ans. Tu as accès à l'eau potable. Tu as accès à un frigo. Déjà, tu ne manges plus des denrées périmées. Puis tu as un peu plus d'énergie, tu as accès à un hôpital.
Donc ça va très très vite au début. Puis après, entre un Européen qui fait 4 tonnes d'équivalent pétrole par habitant et par an et un Américain qui en fait 8, il n'y a pas de gain. Mais au début, il y a un gain rapide. Et si demain on voulait qu'on ait 4 fois moins d'énergie, comme voudrait le plan de route du gouvernement actuel, notre espérance de vie passerait de 80 ans à 60 ans. Moi, je n'ai pas vraiment envie, si j'ai un cancer demain, d'être soigné comme mon arrière-grand-mère. En fait, l'énergie, ce n'est pas que votre voiture et votre chauffage. Une université, c'est de l'énergie. Des routes, c'est de l'énergie. Un train, c'est de l'énergie. Un hôpital, c'est de l'énergie. Alors, on a fait une comparaison, le coût sanitaire par source d'énergie. Qu'est-ce qui fait le plus de morts? Parce qu'il y a un bénéfice et il y a un risque. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que c'est clair que c'est les fossiles qui, par kilowattheure, font le plus de morts, alors que, de loin, ce qui en fait le moins comme source d'énergie, qui fait le moins de pollution et le moins de morts, c'est le nucléaire, l'hydraulique et le vent. Et qu'en comparaison du charbon et du pétrole, il n'y a pas photo. Mais ça n'empêche que certains, pour des raisons idéologiques, vont fermer du nucléaire pour le remplacer par du charbon ou par du gaz ou du pétrole. On avance. En fait, si vous lisez les journaux, l'air est pollué, c'est terrible, responsable de 3,7 millions de morts. Et là, quand vous lisez cet article, vous n'osez plus sortir dans la rue. Je vais mourir, c'est pollué à ce point-là. Mais quand vous lisez le détail, vous apprenez que l'essentiel de ces morts se trouve dans les pays sous-développés, parce que c'est des endroits où on cuisine avec du bois sans cheminée. C'est-à-dire que toutes les émanations de fumée, elles se font dans la hutte, comme sur ma photo là. Et là, on estime que c'est l'équivalent si tu fumais chaque jour 200 cigarettes. Donc c'est clair que pour la santé, c'est pas terrible. Mais tu leur mettrais un minimum d'énergie, ces gens-là feraient une cheminée, ces gens-là auraient une gazinière, ces gens-là, et tu sauverais des tas de vies. Mais on nous fait peur sur les villes occidentales. En fait, c'est vrai, il y a 50 ans, à Londres, on connaissait bien la fumée qui se mélangeait au brouillard, et la fameuse colonne Nelson, parfois on ne la voyait plus. Aujourd'hui, que ce soit à Londres ou à Paris, on a fait d'énormes efforts, et la pollution a drastiquement diminué. Aujourd'hui, en Chine, dans les grandes villes, elle est celle qu'elle était à Paris ou à Londres dans les années 50. Donc, effectivement, les grandes villes de Chine ou certaines grandes villes d'Afrique sont polluées par ces particules. Avançons. Ah, excuse-moi, je reviens en arrière, je voulais te dire une chose de plus. Mais, si tu fais une analyse bénéfice-risque, est-ce que c'est dramatique que ces villes chinoises soient polluées? Grâce à l'énergie, les Chinois ont gagné en un demi-siècle, en 50 ans, 36 années d'espérance de vie. Grâce au charbon, grâce à l'énergie, parce qu'ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit des universités. Quand vous avez un cancer, vous ne mourrez pas tout seul dans votre campagne, vous avez un hôpital. Ils ont gagné 36 années d'espérance de vie. Et ils se mettent à attaquer le problème de la pollution et ils vont faire ce que nous, on a mis 50 ans à faire. Je pense qu'en une décennie, ils vont l'éradiquer, ils vont encore gagner 2 à 3 ans pour s'aligner sur le standard qu'on a chez nous. Mais grâce à l'énergie, ils ont gagné 36 ans d'espérance de vie. Et on voudrait leur interdire ça pour qu'ils continuent à faire comme nous, à mourir à 35 ans, comme nous il y a 200 ans. On n'a pas le droit de faire ça. Dans l'analyse bénéfice-risque, l'énergie est un bénéfice bien avant d'être un risque. Alors maintenant, on va passer au vrai développement durable. Il n'est pas une bulle écologique comme on a tendance à nous le faire croire. Le vrai développement durable, il est à croiser de 3 types de développement. Il est à croiser d'un développement qui doit être social. Parce que si les gens n'ont plus les moyens de se chauffer, n'ont plus les moyens de vivre, eh bien, c'est quelque chose qui est juste pour les riches et qui est absolument pas vivable. Bien sûr, il doit être écologique et pas écologiste. C'est-à-dire, il va avoir un profond respect de la planète, alors que souvent les écologistes prennent des mesures idéologiques qui détruisent plus la planète que ce qu'elle la protège. Et il doit être économiquement viable, parce que s'il ne l'est pas, il ne sera pas durable à long terme. Tant qu'on fait des choses à crédit, ça dure un temps. Mais si vous vivez à crédit, vous n'irez pas loin. Il y a un moment où on ne peut pas vivre toujours à crédit. Donc le vrai développement durable, il est à croiser ces 3 bulles. Et on veut nous faire croire que le développement durable, c'est juste la bulle du haut. Non, le développement durable, s'il n'est pas à la fois social et écologique, il ne sera pas vivable. S'il n'est pas écologique et économique, il ne sera pas viable. Et s'il n'est pas social et économique, il ne sera pas équitable. Et c'est seulement lorsqu'il est les 3 qu'il est vraiment durable.
Il y a un professeur de Copenhague qui s'appelle Björn Lomborg, qui au départ était un des fondateurs de Greenpeace dans son pays, mais qui était un honnête homme, et qui a commencé à étudier les données alarmantes qui faisaient communiquer, et dire, mais attends, mais finalement les faits disent pas la même chose que ma propagande. Et lui, au lieu d'occulter les faits pour annoncer sa propagande, il a dit, mais attendez les gars, il y a quelque chose qui ne tourne pas, les faits disent le contraire. Et il s'est fait virer de Greenpeace. Du coup, eh bien, il a développé un groupe de pensée, il écrit des bouquins, et il a écrit un bouquin que je vous recommande, s'appelle L'écologiste sceptique, il en a écrit beaucoup, mais celui-là est traduit en français. L'écologiste sceptique, et il nous montre qu'en fait, matériellement, tout va de mieux en mieux. En 1960, 20 millions d'enfants de moins de 5 ans sont morts. En 2011, malgré une augmentation de 40% du nombre d'enfants, le nombre de ceux qui étaient morts avant 5 ans a chuté des 2/3. En 1970, 5% seulement des enfants étaient vaccinés. En 2000, c'est 85%, sauvant environ 3 millions de vies par an. La pollution de l'air, principal problème environnemental, premièrement lié aux foyers polluants dans les maisons pauvres, a chuté de façon drastique. Depuis 1960, le risque de mourir de tout type de pollution de l'air a été divisé par 2. Donc, on nous vend tout va de pire en pire, mais les faits sont tout va de mieux en mieux sur le plan matériel. Alors, on va avancer. On n'est pas dans une société du risque. On n'a jamais eu si peu de risques. Aujourd'hui, quand il y a une salmonelle en Normandie dans un supermarché, on va détruire tous les camemberts de la marque sur 200 km à la ronde. On n'a jamais eu autant de sécurité. Le risque n'a jamais été aussi faible. Allez vous balader un peu en Afrique, moi j'y vais de temps en temps, le risque est différent. Mais on n'a jamais eu si peu de risques aujourd'hui, et on n'a jamais eu autant de peur. Le risque n'a jamais été aussi faible et jamais les peurs n'ont été aussi grandes. Ce n'est pas parce que le risque est fort, mais c'est dans une société de la peur qui ne supporte plus l'idée du risque. Perte de confiance dans la science, qui après avoir été un excès, le scientisme, quand le matérialisme va tout résoudre, la science, la technologie, maintenant on la jette, c'est le diable, c'est le danger, la science et la technologie. Mais c'est ni le diable, c'est l'usage qu'on en fait qui va déterminer si c'est une bénédiction ou une malédiction. Peur de la mort, peur de la souffrance, puisqu'on ne croit plus en Dieu, on essaye de l'immortalité, mais on n'y arrive pas, donc on a beau faire des lois sur le principe de précaution, ça ne nous rend pas immortels. Surmédiatisation, qui va nous enfoncer sur des faux problèmes, et bientôt judiciarisation à l'américaine, où on va faire des procès sur procès, et on a tellement peur du procès qu'on paralyse tout. On avance. En fait, le risque zéro, c'est un nouveau risque pour les sociétés riches. Si on veut le risque zéro, l'absence totale de risque, c'est l'absence de mouvement. L'absence de mouvement, c'est la mort. C'est vrai que dans les cimetières, le risque est assez minime. L'entropie zéro. Mais vouloir tout savoir avant de prendre une décision, c'est se condamner à ne jamais rien décider. On ne saura jamais tout. Vouloir le risque zéro, se protéger de tout, c'est paralyser la vie, tuant la créativité, l'inventivité, tout ce qui fait le bénéfice de la vie. Moi, je me suis marié, j'ai pris un risque, mais je ne me suis pas marié avec n'importe qui. Je fais du vélo, je prends un risque, mais je ne le fais pas à contresens sur l'autoroute. Si on veut le risque zéro, on tue la vie. Et pour un chrétien, on va voir que c'est particulièrement important. On avance. En fait, quand tout est analysé sous l'angle du risque et jamais sous l'angle du bénéfice, tout est anxiogène. On fabrique une machine à faire peur qui aujourd'hui, elle fonctionne à 200 à l'heure. Alors on peut te faire peur sur tout. Les boîtes de conserve. Oui, l'invention de la boîte de conserve a tué plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est vrai. Parce qu'au début des boîtes de conserve, il y a eu le botulisme d'abord parce qu'il manquait de vitamines, après il y a eu de l'étain qui était toxique, etc. Donc il y a eu plein de morts. Il y avait des bactéries qui se développaient dans les boîtes de conserve, oui. Mais quand tu fais analyse bénéfice-risque, à une époque où la première cause de mortalité c'était de mourir de faim, tu as un facteur 10 entre le bénéfice et le risque. Donc merci pour les boîtes de conserve. Et puis après on a amélioré. Aujourd'hui les boîtes de conserve ne tuent plus parce qu'on a réglé petit à petit les problèmes. Et après tu peux faire pour tout. Le charbon, oui, le charbon a fait beaucoup de morts. Les coups de grisou. Mais quand tu regardes bénéfice-risque, grâce au charbon, les Chinois ont gagné 36 ans d'espérance de vie en un demi-siècle, dans le bénéfice-risque. Oui,
Oui, il y a de la pollution dans les villes, mais ils vont maintenant gagner au deuxième ordre. Mais ils ont gagné sur le premier, 36 ans d'espérance de vie. L'automobile, ça tue l'automobile, c'est vrai? 4 000 morts par an actuellement. Quand j'ai passé mon permis, c'était 16 000, il y avait moins de bagnoles. C'est mieux. C'est pourtant beaucoup. Mais s'il n'y avait pas d'automobile, si le SAMU arrivait à cheval chez vous, il y a 20 000 morts des accidents de la vie courante aujourd'hui. Si c'était multiplié par 5, parce que le SAMU arrive à cheval, il y aurait 100 000 morts juste des accidents de la vie courante. Donc, dans l'analyse bénéfice-risque, l'automobile participe. Est-ce qu'on vous parle du bénéfice? Non, que du risque. Quand on voit les choses que sous un angle, on a une vision faussée. Est-ce pour autant qu'il faut faire des accidents de la route? Non. Etc., etc., etc. Donc, on fait peur, on a une machine à fabriquer de la peur. Allez, on passe au suivant parce que je veux garder du temps. Il y a 2 députés qui aujourd'hui ne sont plus députés d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas été réélus, ils ne sont pas représentés, je ne sais pas. Un de la droite et un de la gauche, Lambert et Boulard, qui en 2013 avaient remis un rapport que j'ai trouvé formidable. Et il disait, et ce rapport vous le trouvez sur Internet facilement, hein, il disait « Nous sommes une société paralysée par l'obsession de prévenir tous les aléas. Nous sommes passés progressivement d'un état de droit à un état de paralysie par le droit. Nous sommes dans une incontinence normative qui a même contaminé les chemins de la connaissance. L'épidémie a été relancée par le principe de précaution qui fonde une société peureuse, frileuse, paralysée par l'obsession de prévenir tous les aléas. Et ces députés tiraient la sonnette d'alarme des catastrophes qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, on est en train de ruiner le pays pour des chimères à cause de nos peurs. On avance. Mais alors, et toutes ces catastrophes naturelles, monsieur, vous voyez bien que le climat se détraque parce que toutes ces catastrophes naturelles. Alors, les analyses scientifiques montrent qu'aujourd'hui, il n'y a strictement pas d'augmentation des catastrophes naturelles, contrairement à ce que vous disent les journaux. Tiens, comment ça se fait? Il semblerait qu'il y en ait de plus en plus pourtant. Eh bien, qu'est-ce qui vous fait qu'il semble qu'il y en ait de plus en plus? Je vais vous dire le coupable, c'est lui. Parce que c'est la médiatisation qui change. Il y a 200 ans, il y en avait autant, mais personne ne le savait, à part les temps qu'ils étaient morts et qu'ils pleuraient leur conjoint. Mais aujourd'hui, quand il se passe en Floride, Irma, dans la minute qui suit, il y a des images. T'as vu l'image? Toute la salle est là, même dans la réunion, à regarder son image. Et cette médiatisation, ça c'est le nombre de portables en fonction des années. Ce qui a changé, c'est la médiatisation qui donne un effet que ça augmente. Oui, mais quand même, monsieur, avancez. Vous allez me dire, mais Irma, même M. Macron, notre président, a dit que les ouragans sont une conséquence directe du réchauffement climatique. Eh bien, je suis désolé de contredire notre cher président, mais ça n'est pas vrai pour les scientifiques. Quand on regarde, Irma n'a rien d'un événement extraordinaire. Passez au suivant. Quand on regarde le nombre d'ouragans de catégorie 5 comme Irma, c'est-à-dire caractérisé par une vitesse de vent qui dépasse 251 km/h, de 1924 à 2017, en gros sur un siècle, on en dénombre 24, c'est-à-dire un en moyenne tous les 4 ans. Globalement, dans la dernière décennie, il y en a plutôt un peu moins qu'un peu plus, puisque le dernier comme ça datait de 2005. Donc ça a fait 12 ans entre les deux. En moyenne, il y en a un tous les 4 ans. On avance. Si on regarde le nombre de cyclones ou leur intensité, voilà, sur les 40 dernières années, strictement aucun changement ni en fréquence, ni en intensité, dans aucun sens. On avance. Si tu regardes bien, là c'est le nombre de tempêtes tropicales au niveau des Caraïbes et tout ça. Dans les années 70-80, s'il y avait une tendance, ça serait à la baisse à partir de l'an 2000, mais ce n'est pas significatif. Tout ce qu'on peut conclure, mais alarmé, c'est que ça ne bouge pas. Mais alarmé, il en restera toujours quelque chose. C'est très facile de faire peur sur un événement qui arrive une fois tous les 100 ans. Par exemple, dans les îles comme Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, la probabilité que ça arrive, elle est une fois tous les 200 ans. Pourquoi? Parce que l'île est petite. En Floride, c'est tous les 4 ans, parce que la Floride, c'est grand. Un coup, c'est là, un coup, c'est là, un coup, c'est là. Mais sur une petite île, donc c'est très facile que les gens disent « Oui, c'est jamais arrivé ». Ben oui, la probabilité, c'est une fois tous les 200 ans. Sur la Floride, pourquoi c'est une fois tous les 4 ans? Parce que ça peut taper là, 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 et la Floride, c'est grand. Mais sur une petite île, non. Donc du coup, on dit « Ouais, vous voyez bien, c'est jamais arrivé, ça arrive, donc la preuve, c'est le réchauffement climatique ». Mais ça, c'est pas scientifique. Alors, qu'est-ce qui change? Avançons.
Alors, je ne vais pas vous détailler tous les... Vous me croyez, mais j'ai toutes les preuves avec moi, pour ceux qui ne me croient pas. Hein. Mais qu'est-ce qui change? Irma, il se situe en 12e position dans les 100 dernières années en termes de pression atmosphérique et en 2e ex-aequo avec 3 autres en termes de vitesse de vent. Irma, ça a fait 40, 50 morts. Ce qui a changé, c'est que le même ouragan de la même puissance, il y a 200 ans, c'était 22 000 morts. L'ouragan n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est les mesures de prévention, c'est l'information. On a déplacé 6 millions d'Américains de Floride qui sont revenus ensuite chez eux. Et grâce à ces mesures, on est passé de 22 000 morts pour un événement comme ça à 50 morts. Donc, la nature n'a pas changé, mais l'homme s'adapte de mieux en mieux. Et quand ça arrive dans un pays sous-développé, là, la catastrophe est bien plus grave. Et au lieu de se réjouir qu'on arrive à de moins en moins mourir, on nous vend de la peur. Avançons. Aujourd'hui, le risque tue beaucoup plus. La peur du risque tue beaucoup plus que le risque lui-même. Regardez les Twin Towers qui sont tombés. C'est 3000 morts d'un coup. La cause, c'est le terrorisme. Le but du terrorisme, c'est de terroriser. Et ça a marché. Dans les années qui ont suivi, plus personne ne voulait prendre l'avion. Vous vous rappelez pas de ça? Tout le monde avait peur de monter dans un avion. Et la peur a fait que les gens ont pris leur bagnole. On estime que rien qu'aux États-Unis, il y a eu 30 000 morts, des accidents de voiture en plus. Le risque était 3 000, la peur du risque, 30 000. À Tchernobyl, 50 morts et 7 000 cancers de la thyroïde, dont 12 sont décédés aujourd'hui. Mais la peur, par contre, a fait qu'une population de 5 millions d'individus sont considérés comme victimes de Tchernobyl. On leur a enlevé leurs fermes, leurs menuiseries, on les a mis dans des HLM, parce qu'il y avait 3 millisieverts près de chez eux, on leur a dit c'est zone interdite. L'angoisse, la psychose a créé des milliers de morts. Les femmes se sont fait avorter. On estime rien qu'en Allemagne, je crois que c'est 100 000 interruptions volontaires de grossesse en 86. Merci à ceux qu'on dit en France, il n'y a pas de souci, parce qu'on aurait eu autant. Alors que 25 ans après, on sait qu'il n'y a strictement aucune malformation qui a été liée au rayonnement. Mais la psychose a tué plus de 100 000 enfants à cause de ces peurs. La peur du risque tue beaucoup plus que le risque lui-même. Fukushima, on a vu que ça a tué 0 et ça en tuera 0. Mais la psychose de Fukushima fait qu'on maintient des populations qui vivent dans la peur. Est-ce que le bœuf est contaminé? Est-ce que le poisson est contaminé? Et cette psychose entretient un climat délétère. En Allemagne, la psychose du nucléaire fait on a enlevé 8 gigawatts de centrales nucléaires, on l'a remplacé par 13 gigawatts de centrales à charbon. Quand vous regardez le nombre de morts par kilowattheure, vous voyez l'effet que ça peut faire. La peur du risque tue beaucoup plus que le risque lui-même. Alors maintenant, on avance encore. Pourquoi tout ça? D'où ça vient? En fait, ça vient de assez loin, mais on ne l'a pas toujours vu venir parce que souvent les mouvements viennent de dessous. Il y a un courant dit d'écologie profonde qui disait on amuse les gens avec une ampoule qui consomme basse consommation, c'est l'écologie de surface. Mais la vraie écologie profonde, la deep écologie, ça a été développé par plusieurs philosophes, dont un qui s'appelle Arne Nies, et cet homme disait la vie humaine et la vie humaine ont la même valeur. L'homme et le ver de terre, c'est la même chose. Mais l'homme est le prédateur de la planète. Pour sauver l'homme, pour sauver le ver de terre, il faut supprimer l'homme. Une baisse substantielle de la population humaine est nécessaire à l'épanouissement de la vie non humaine. Ça, la philosophie qui est derrière. On avance. Vous voyez, le prince Charles, qui était à l'époque président du WWF, a dit « Si j'étais réincarné, je souhaiterais renaître sur Terre sous forme d'un virus mortel afin de faire baisser le niveau de la population mondiale. » Vous voyez les rêves de certains hommes politiques qui nous gouvernent. Est-ce que vous croyez, quand vous pensez que c'est la prunelle des yeux de Dieu, l'homme, le rêve, c'est de le démolir pour plusieurs. Voilà la philosophie qui est derrière. On avance. Hans Jonas, un philosophe allemand très connu, on considère que c'est le père du principe de responsabilité qui a ensuite donné le principe de précaution. Et il disait dans son livre, qu'il appelle l'heuristique de la peur, il disait « Mentez, mentez, braves gens, c'est pour la bonne cause, ça sauvera la planète ». Ça, c'est l'heuristique de la peur qui est vanté par ce philosophe qui aujourd'hui, a poussé beaucoup derrière. Avance. Et qu'est-ce qu'il dit encore, Hans Jonas? Il dit « Les ennemis de la vie ne sont pas seulement parmi les industriels, ce sont ceux qui ne croient pas à la catastrophe. » Ça, c'était dans un manuel appelé « La décroissance ». Il faut douter de tout, sauf du pire.
C'est rigoureusement l'opposé de la mentalité que doit avoir un chrétien. Un chrétien qui croit en Dieu est résolument optimiste. Notre Dieu règne. Et douter de tout sauf du pire, c'est vraiment l'anti-Dieu. On avance. Si vous regardez cette femme, Christina Figuer, elle est responsable du changement climatique à l'ONU. C'est elle qui coordonne tous les grands COP21 et autres systèmes comme ça. Et lors d'une conférence à Bruxelles, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a reconnu que l'objectif des militants écologistes n'était absolument pas de sauver le monde d'une catastrophe écologique, mais de détruire le capitalisme. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, dit-elle, que nous fixons la tâche de, intentionnellement et dans une période de temps définie, changer de modèle de développement économique qui a régné pendant au moins 150 ans depuis la révolution industrielle. Et une autre, ministre de l'Environnement au Canada, répond « Peu importe que la science soit fausse, il y a des avantages écologiques évidents. Le changement climatique offre la plus grande chance d'apporter justice et égalité à la planète. » Donc ces gens reconnaissent que c'est faux, mais disent « ça sert nos volontés politiques ». Alors ils se servent. Moi, en tant que chrétien, je ne suis pas pour le capitalisme à tout crin, le développement. Moi, j'ai dit, la croissance à l'infini, on va en parler, ce n'est pas ce que prône le chrétien. Mais on se sert d'un balancier qui est parti dans un excès pour maintenant nous amener dans un autre qui sera encore pire. Et si le diable n'a pas réussi à vous détruire de sécheresse, il va vous détruire d'inondations. Et un de vos hommes politiques, qui n'est pas très loin de là, Belfort, m'a étonné parce que j'ai lu ça dans un journal de lui, c'est Jean-Pierre Chevènement, je ne le connais pas plus que ça, mais il dit exactement ce que je dis. Ça m'a étonné parce que c'est le seul homme politique. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est exactement cité mot pour mot. Nous assistons au triomphe de l'idéologie de la peur, formalisée en Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le philosophe Hans Jonas, l'heuristique de la peur, et plus récemment par le sociologue Ulrich Beck, la société du risque. Cette idéologie a déjà contaminé notre constitution avec un principe de précaution qui n'a rien de scientifique. Or, le risque zéro n'existe nulle part. L'Allemagne va construire, alors c'était à l'époque, 10 centrales thermiques au charbon pour remplacer des centrales nucléaires qu'elle ferme. Or, l'industrie charbonnière fait 2500 à 3000 morts par an contre 2 à Fukushima. Voilà ce qu'ils croyaient. Enfin, peu importe qu'ils prennent les deux, effectivement, qui sont morts de l'explosion, qui n'a rien de radioactif, c'était une explosion d'hydrogène. Mais bon, peu importe. Toujours est-il que cet homme, c'est le seul politique que j'ai trouvé qui est conscient des choses et qui ose le dire. Alors, je vais finir sur ces points pour vous montrer l'aspect spirituel de la situation. En fait, l'écologie profonde part d'un principe, c'est que l'homme est le prédateur de la planète. Tout ce qui le fait décroître est bénéfique pour le nouveau Dieu, Gaïa. Il faut adorer la terre, comme au début. On adorait le soleil, on adorait la terre. Tout ce qui fait croître l'homme est un ennemi à abattre. C'est pour ça que cette philosophie s'engouffre tout ce qui empêche l'homme de croître. Les enfants sont un obstacle. C'est pour ça qu'il faut promouvoir l'homosexualité, l'avortement, le planning familial, l'euthanasie. Parce que la croissance, il faut passer de 7 milliards à 1 milliard. Donc l'homme, il ne faut surtout pas qu'il ait d'enfants. L'énergie qui permet le développement de l'homme est un autre ennemi à abattre, quelle que soit sa forme. Quand on aura la peau du charbon, on fera la peau du fioul et on fera la peau du nucléaire. Et oui, on peut effectivement marcher qu'avec des éoliennes. C'est possible. Au Moyen-Âge, c'est ce qu'on faisait. 36 ans d'espérance de vie. C'est pas impossible. Le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Le royaume de Dieu, il nous dit l'homme, c'est la prunelle des yeux de Dieu. La terre, et même le cosmos, est pour l'homme, et non pas l'homme pour la terre. Cette terre est provisoire, elle sera roulée, le ciel et la terre passeront, mais l'homme ne passera pas. Parce que Dieu a prévu qu'il règne avec lui de toute éternité, qu'il soit des fils et des filles de Dieu. Et c'est l'homme qui est au centre de la volonté de Dieu. Il a créé la terre pour l'homme, il a mis le cosmos pour manifester à l'homme sa grandeur. Et nous, on dit, l'homme est le prédateur de la planète, notre nouveau Dieu, c'est la planète. C'est exactement l'opposé de la philosophie chrétienne. Jésus disait, le sabbat est pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Quand on se trompe, on inverse et qu'on met l'homme pour la planète au lieu de la planète pour l'homme, on devient dans une nouvelle religion, comme les Juifs qui avaient mis le sabbat le sabbat était pour l'homme, ils en avaient fait un Dieu. Nous, si nous mettons l'écologie comme un Dieu et l'homme comme le prédateur, alors nous inversons les priorités de Dieu. En fait,
Dans le système du monde, les besoins sont illimités avec des moyens limités. Nous avons des besoins, il faudrait toujours plus de confort, de richesse, etc. Mais la planète, vous comprenez, le pétrole, c'est pas plus que ça, l'uranium, c'est pas plus que ça. Et Nicolas Hulot nous a dit le mercredi 2 août, ça y est, on a consommé toute la planète et maintenant on vit à crédit depuis le 2 août 2017. En fait, c'est vrai que les besoins de l'homme sans Dieu sont jamais satisfaits, disait l'Ecclésiaste. Et l'homme sans Dieu veut toujours plus. Et grossir à l'infini conduit aux guerres, conduit à ce qu'on meure d'obésité ou de diabète, conduit à toutes sortes de problèmes. Et ce n'est pas ce que nous demande Dieu. Mais par contre, on avance, dans le royaume de Dieu, c'est nos besoins qui sont limités. Et les ressources de Dieu sont illimitées. Notre Dieu est un Dieu illimité. Notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Vous croyez que notre Dieu est limité? Chaque fois qu'on a cru qu'on avait atteint les limites, on a poussé un peu plus loin, on en découvrait 100 fois plus. On a dit le pétrole, il n'y en aura plus en 2010. Puis on a découvert le pétrole et gaz de schiste, on sait qu'on peut en avoir 100 fois plus de ressources. On a dit l'uranium, il n'y en aura plus. Puis on a fait des surgénérateurs, on sait qu'avec le parc d'aujourd'hui, si on le remplace en surgénérateur, avec le stock qu'on a en France d'uranium, on peut maintenir la production électrique pendant 8000 ans. Et puis quand on aura fini ça, la créativité de Dieu nous donnera autre chose. Nos ressources ne sont pas limitées, mais nos besoins doivent se limiter. C'est exactement l'inverse de ce qu'on nous enseigne. En fait, l'augmentation de la peur dans le cœur de l'homme n'est pas associée à un niveau de risque, mais à la diminution de la foi. Quand on ne croit plus en rien, tout est anxiogène. Cette phrase, j'ai eu le privilège de l'afficher en très gros pendant 24 heures au Panthéon. Et ça a défilé toute la journée. Parce qu'ils avaient sélectionné 100 chercheurs en France pour faire connaître les chercheurs français, et chacun avait mis une phrase sur sa recherche. Moi, c'est la phrase que j'ai mise au Panthéon. Et pendant 24 heures, elle a été projetée à Paris. L'augmentation dans la peur du cœur de l'homme n'est pas associée à un niveau de risque, mais à la diminution de la foi. Quand on ne croit plus en rien, tout est anxiogène. Avance. Après la chute, la peur a fait son entrée dans le monde. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Avant, Adam n'avait pas peur. J'ai eu peur, je suis allé me cacher. J'ai caché mon talent dans la terre. La peur, c'est l'arme du diable. La foi, c'est l'arme de Dieu. En fait, le diable est un grand magicien. Il te paralyse par la peur sur des faux problèmes pour mieux t'enfiler sur un autre côté que tu ne regardes pas. Pendant que tu vas t'exciter, est-ce qu'il n'y a pas dans ce que je mange dans mon assiette un colorant, un machin, etc. On va enseigner la sodomie à tes enfants et tu ne vas même pas le voir à l'école, ce qu'on leur enseigne, des horreurs. Pendant que tu te focalises sur des faux problèmes, les vrais problèmes sont là. Alors, c'est le travail du diable. Il te focalise sur le faux et il te paralyse par la peur pour que tu n'aies pas d'audace, que tu sois un chrétien tiède, qui a peur de tout, qui a peur de ton ombre, alors que Dieu veut des gens qui ont de la pêche. Regardez le H1N1. Ça a coûté plus d'1 milliard d'euros à la nation. On a fait peur à tout le monde avec ce virus. Et on nous a annoncé des milliers de morts en France, en Angleterre, etc. Ça a fait 300 décès. Beaucoup moins que la grippe ordinaire. Et pourtant, il y a un virus bien plus dangereux, donc jamais personne ne vous parle. C'est pas le H1N1. Vous voulez que je vous le dise? C'est le HAINE. Celui-là, il tue des millions et il atteint le cœur des gens. Mais celui-là, il y a un vaccin qui est gratuit. Il s'appelle Jésus. Et il ne coûtera pas 1 million à la nation. Avance. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que nos communautés sont façonnées par la parole de Dieu ou est-ce qu'elles sont façonnées par le 20h, par les médias, par leur iPhone? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que j'ai peur de tout? J'ai peur de Fessenheim, j'ai peur des OGM, j'ai peur de ci, ça? Ou est-ce que c'est 1000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si c'est ça qui te façonne, tu seras un chrétien audacieux. Si tu es paralysé par la peur, ton église va mourir. Et le remède de Dieu, c'est un cœur joyeux qui est un bon remède. Toute la Bible crie, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez. Je le répète, dit Paul. Ne vous inquiétez de rien. Et je vais finir sur cette citation parce que mon temps est arrivé, je veux respecter. C'est Spurgeon qui a mis cette phrase que j'aime bien. L'anxiété
ne vide pas demain de ses peines. Elle vide seulement aujourd'hui de sa force. Je vous remercie. Si, comme le dit un de mes amis, vous m'applaudissez moi, c'est trop. Mais si vous applaudissez Dieu, c'est pas assez. C'est beau. Ça, c'est beau. Que le nom du Seigneur soit béni. À quand une émission sur TF1 avec toi? Le jour où ils feront ça, ils me casseront parce que c'est des choses montées de toutes pièces pour démolir les gens comme moi. Je suis la bête à abattre pour eux. Bon, on est à 2. Alors. Et 2 valent mieux qu'un. Voilà. Et Dieu nous tient par la main. Oui, alors on est bien tenus. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit béni également pour toutes ces écoles chrétiennes qui s'ouvrent dans le pays et qui ont décidé de dire aux enfants que ce n'est pas le pet de vache qui est dangereux pour le réchauffement climatique, mais que c'est les conduites sexuelles erronées qui détruisent l'être humain. Exactement. Que Dieu soit béni pour toutes ces écoles qui s'ouvrent un peu partout, pour tous ceux qui ont été des précurseurs, qui ont travaillé il y a déjà des années, mais pour ceux qui y vont maintenant et qui ont le courage de faire la différence. Et nous voulons bénir Dieu pour cela. Nous avons, je dirais 5 minutes, 10 minutes de questions-réponses pour ceux qui désiraient poser des questions, si c'est nécessaire. Parfois, je me demande si c'est nécessaire. Je ne suis pas toujours convaincu que c'est nécessaire. Je voudrais presque, moi, rester là-dessus et dire s'il y a quelqu'un qui a une question personnelle, vous pouvez aller voir Étienne. Oui, pourquoi pas. Je préférais qu'on passe par un moment dans la prière. Oui. On dit, Seigneur, nous te bénissons. Parce que c'est aussi tellement bon. Vous savez, on présente aussi tant de fois les chrétiens comme des niais. On est presque une assemblée d'imbéciles heureux. Pardonnez-moi, mais c'est comme ça qu'on nous regarde. Encore dimanche, nous avions ici M6 qui était là, et puis je disais aux journalistes, mais sa question était, à quoi attribuez-vous votre succès? Et je lui disais, mais moi j'attribue le succès à l'évangile, parce que l'évangile est la réponse à l'homme d'aujourd'hui. L'évangile n'est pas poussiéreux, il n'est pas médiéval, il est pour l'homme d'aujourd'hui et il a toujours été actuel pour toutes les générations à n'importe quelle époque. Ceci dit, c'est vous les journalistes qui aimeriez bien que l'évangile soit ou continue à être finalement communiqué comme il y a 500 ans parce que ça vous arrange quand la manière de l'exprimer reste poussiéreuse. Ça vous permet de nous reléguer là où nous ne sommes pas. Et c'est votre volonté de le faire. Et je lui ai dit, monsieur, excusez-moi, mais quand je vais visiter un malade de l'église, j'y vais pas à cheval, j'y vais en voiture. Et nous, les chrétiens, on ne communique pas avec des signaux de fumée, mais avec des téléphones. Si Jésus revenait aujourd'hui, il utiliserait un micro pour prêcher à des foules, il utiliserait le net, il utiliserait tous les moyens et il ne s'en priverait pas. C'est pas la forme, c'est le fond qui est important. Et le fond, c'est ce que l'homme a besoin. Et l'évangile est d'actualité aujourd'hui plus que jamais. Comme il l'a été du temps de Jésus, il le sera parce que l'homme est pécheur et il a besoin d'un sauveur. Que Dieu nous aide à ne pas nous laisser reléguer là où ils veulent nous caser. Et je remercie Dieu pour des hommes comme Étienne, qui sont aussi des scientifiques qui élèvent leur voix et se font entendre malgré les risques. Et malgré les risques, il n'a pas peur du risque. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on pourrait juste se lever et avoir un moment, je ne sais pas si Mathieu est encore dans la salle ou même derrière, il est derrière. Ou William, est-ce que tu pourrais te mettre au clavier? Est-ce qu'on pourrait juste chanter ce vieux cantique qui dit « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir ». Et je voudrais que tu pries avec nous pour terminer. Un si bémol, oui. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre,
le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois où la forêt est profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la sauce avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu que tu es grand, toi qui as créé toutes choses avec perfection, toi qui donnes un nom à chaque étoile, là où nous ne pouvons pas les compter, toi tu leur donnes un nom. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te célébrons, roi des rois et seigneur des seigneurs. À toi la gloire. Prions ensemble. Merci mon frère Étienne. Père, je te demande pardon, qu'on est une génération qui s'est laissée façonner par le monde, plus que par toi. Mais aujourd'hui, on fléchit le genou. Aujourd'hui, on te demande de nous aider à revenir pleinement pour que nos cœurs et nos pensées soient façonnés par ta parole. Qu'on soit un peuple d'audace qui n'a pas peur du risque. Toi qui as pris le risque de venir sur terre pour nous sauver. Seigneur, viens faire tomber tous nos aveuglements, toutes ces chapes qui ont été mises, cette hypnose qui a été mise sur nous par ces images, par ces médias qui manipulent. Seigneur, donne-nous de voir et de nous lever où sont les vrais problèmes, pour avoir le courage de les affronter avec l'audace de la foi. Fais de nous un peuple qui est enraciné en toi, qui a ton cœur, tes tripes, et qui n'est pas façonné par le monde. Amen. Et Père, alors que mon frère Étienne
a pris lui la retraite. Lève une génération de jeunes scientifiques dans nos églises, de jeunes gens capables de faire la démonstration de l'inverse de ce que l'on veut nous faire croire. Lève des jeunes hommes, des jeunes femmes, Seigneur, qui soient des scientifiques, Seigneur, un jour respectés également pour leur découverte, Seigneur, que des prix Nobel puissent être donnés également à des hommes et des femmes qui sont foncièrement convaincus de ta présence. Lève, Seigneur, lève une génération. Seigneur, un frère comme mon frère Étienne est là aujourd'hui, mais il nous faut également ceux qui seront là demain. Et nous voulons te demander de nous accorder cette grâce. Nous voulons bénir nos fils et nos filles. Nous voulons te demander, Seigneur, de les aider. Et nous voulons les encourager lorsqu'ils ont reçu un talent de toi comme Étienne en a reçu un. Lorsqu'ils ont reçu un don, lorsque tu leur as donné l'intelligence des temps, eh bien, je te remercie de ce que tu permets à l'Église de les encourager à aller de l'avant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dès maintenant et à jamais pour cette génération qui se lève et qui sera en mesure d'aller en contre-courant. Seigneur, nous avons appris une chose, c'est qu'il n'y a que les poissons morts qui vont avec le courant. Nous voulons aller vers la source. Amen. Nous voulons remonter le courant. Nous voulons aller là où il y a la vie. Seigneur, nous voulons aller là où il y a la vie. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni de tout cœur. Merci, merci, merci.